that you and I, Mr. President, have worked on together for the last 3 or 4 years, bilaterally, but also in Europe, in the European Union, in the broader setting of how we take forward our work to limit climate change, and at the same time develop industry, and at the same time create jobs. We meet at the National Museum. Art is at also the heart of what many Norwegians associate with France. So museum collaboration, literature collaboration, film collaboration, all of this is important for people. And let me finally say that both Norway and France take a particular interest in the future of our oceans, of the polar parts of our world, and the responsibility we have to mitigate and to do everything we can to put the world on a safe path. It's not a coincidence that we are following the Paris Agreement from 2015, and Norway is setting its target for its climate obligations together with Europe as a part of European undertaking, and I'm very happy to see that France is such a good partner in that. So, President Macron, cher Emmanuel, it is good to have you here, and I look forward to the follow-up. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Jonas, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Le Premier ministre a parfaitement retranscrit l'état d'esprit de cette visite d'État qui repose sur, au fond, l'amitié et la confiance dans un monde de plus en plus incertain, et une amitié et une confiance qui, même si nos relations diplomatiques ont 120 ans, et si on pourrait aisément convoquer notre histoire jusqu'à Guillaume le Conquérant pour trouver des liens entre nos deux pays, elle repose en effet sur des combats profonds qui ont marqué notre histoire. Vous l'avez évoqué au début de la Deuxième Guerre mondiale, Narvik, mais je n'oublie pas aussi vos soldats qui ont débarqué sur nos plages pour nous libérer. Et au fond, cette histoire de bravoure réciproque pour la liberté de l'autre est sans doute à coup sûr ce qui nous lie. Et le Premier ministre l'a parfaitement dit, nous avons cette histoire commune, nous avons nos chercheurs qui travaillent main dans la main au Svalbard, nous avons à Tromsø les nombreuses escales de notre marine nationale, au large de Bergen Total Energy qui peut s'appuyer sur sa connaissance du plateau continental pour travailler avec ses partenaires norvégiens pour capture de carbone et son stockage. Et au fond, ce lien fait qu'il y a quelque chose d'évident à ce partenariat stratégique que nous venons de signer. Mais il fallait une volonté pour le faire, et il fallait aussi 41 ans après revenir. Puisque la dernière visite d'État datait d'il y a 41 ans, ce qui paraît vertigineux. Et donc, à travers, en effet, ce partenariat stratégique que nous venons de signer, nous rehaussons nos coopérations en matière de sécurité et de défense. Et je salue nos entreprises qui ont noué aussi des partenariats nouveaux. Et on a de nombreux projets ensemble et j'espère des projets les plus ambitieux possibles. La sécurité énergétique, la décarbonation de nos industries, l'intelligence artificielle, le quantique, l'innovation, les matériaux critiques, l'économie bleue, la lutte contre le changement climatique, la protection des océans, la santé mondiale. La liste est impressionnante de ce qui structure ce partenariat. Et au fond, je veux pouvoir ici vous dire, Monsieur le Premier ministre, que la France est un partenaire fiable et peut-être, si vous le souhaitez, un partenaire essentiel pour la Norvège dans ses relations avec l'Union européenne, mais aussi à titre bilatéral dans tous les domaines que je viens de manière non exhaustive de citer. Nous sommes engagés ensemble pour trouver des solutions aussi aux défis globaux, le changement climatique et la biodiversité. Je veux saluer ici l'engagement sans faille de votre pays et les financements impressionnants que vous avez constamment attribués aux grands projets internationaux, qu'ils soient pour la préservation des forêts primaires sur le continent africain ou pour la santé mondiale, qui sont des combats inséparables avec One Health et dans lesquels nous croyons profondément. Mais je veux ici aussi dire que nous sommes alliés pour trouver des solutions concrètes par l'innovation aux défis climatiques et énergétiques. Et l'accord bilatéral sur la capture et le stockage de carbone est quelque chose d'inédit. Nous avons signé le protocole additionnel à Londres qui permet justement maintenant les exportations hors UE de ce carbone ainsi stocké. Et nous avons des entreprises qui ont décidé de ces partenariats. L'usage des technologies va pouvoir justement accroître des solutions concrètes. Et qu'il s'agisse, en ce qui nous concerne, de renouvelables, de nucléaire, d'efficacité énergétique et maintenant
de carbone et de capture et de stockage de carbone, ce sont des solutions concrètes pour obtenir la neutralité en 2050 à laquelle nous sommes engagés. La Norvège et la France sont aussi des partenaires en matière de sécurité et de défense, je le disais, engagés main dans la main depuis le premier jour, en particulier pour réagir à la guerre d'agression russe en Ukraine. Et je veux saluer ici votre engagement constant, Monsieur le Premier ministre, et le rôle clé de votre pays dans la coalition des volontaires que nous avons mise en œuvre depuis le mois de février dernier, et engagement aussi constant que nous souhaitons renforcer. J'ai eu la chance tout à l'heure d'échanger longuement et d'avoir un briefing militaire réservé. Nous voyons combien les défis aussi de cette région sont clés. Je veux vous dire combien ils sont pris en compte avec sérieux, constance et exigence par la France. Et que vous pourrez compter sur tous ces sujets-là, sur notre engagement à vos côtés pour faire face à tous les défis stratégiques de cette région. Et à cet égard, la frégate multimission Normandie, qui fait actuellement escale à Oslo, ne le fait pas par hasard. J'aurai l'occasion de m'y rendre demain, après le moment que nous passerons ensemble, et les honneurs rendus à vos soldats. À ce titre aussi, je veux souligner combien, au moment où l'Europe conduit un réveil stratégique indispensable, que nous avons beaucoup poussé, nous avons renforcé nos mécanismes justement pour bâtir une défense plus européenne avec les mécanismes, les instruments européens, SAFE et EDIP, un soutien à la base industrielle et technologique européenne. Et je veux dire ici que nous avons constamment veillé à ce que la Norvège soit associée à ces projets d'une Europe plus souveraine, et que ce sera pour nous aussi un élément évidemment constant pour nous assurer de votre ancrage et de votre proximité. La Norvège, en effet, est un partenaire clé pour la souveraineté, la compétitivité de notre Europe. Grâce à votre engagement depuis plus de 30 ans au sein de l'espace économique européen et grâce à tous les projets que nous avons aujourd'hui signés, sur tous les défis et les grandes transitions, comme nous venons de le voir dans cette table ronde, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse de défense et de sécurité, qu'il s'agisse de finances, ou qu'il s'agisse de quantique ou d'intelligence artificielle, nous avons beaucoup à faire ensemble, et je pourrais aussi convoquer les minerais critiques et tout ce qui permet de bâtir une plus grande souveraineté européenne. Voilà, Monsieur le Premier ministre, cher Jonas, ce que je voulais dire en parfaite syntonie avec vos propos. J'ai le sentiment ici d'être, au fond, dans un pays ami qui partage nos inquiétudes, mais qui ne regarde pas avec simplement inquiétude le monde tel qu'il va, mais avec détermination et avec une volonté de s'organiser, de prendre aujourd'hui les dispositions nécessaires pour être plus indépendant, pour faire face aux défis stratégiques que nous connaissons et pour ne rien céder à l'esprit de défaite du temps présent. Et vous pouvez, à cet égard, compter pleinement sur la France. Sachez-le. En tout cas, merci pour l'accueil chaleureux qui nous a été fait et pour le temps passé depuis mon arrivée ce matin. Now we will open up for questions. And the first question goes to Marie Mollet, France Inter. Au président Macron. Monsieur le Président, estimez-vous que les frappes américaines constituent une violation du droit international, comme l'a reconnu le Premier ministre norvégien quelques heures avant votre arrivée à Oslo, ou est-ce que vous estimez qu'il n'y a aucune raison de critiquer les frappes américaines, comme l'a affirmé le chancelier allemand il y a quelques heures? Où se situe la France? Est-ce que vous pourriez clarifier la position de la France sur ce point? Deuxième petite question, Donald Trump a évoqué hier bien le fait que le régime en Iran pourrait être renversé. Vous disiez vous-même bien que l'usage de la force pour renverser le régime mènerait au chaos. Est-ce que le président américain est en train de mener la région au chaos? Et puis, troisième point, le 13 juin, dernière petite question, le 13... Bon, très bien. Je vous remercie. On a déjà deux, mais je vais répondre aux deux. Écoutez, je l'ai dit dès le début, si on peut considérer qu'il y a une légitimité à neutraliser des structures nucléaires en Iran compte tenu des objectifs qui sont les nôtres, il n'y a pas de cadre de légalité. Non. Et donc il faut le dire tel que c'est, il n'y a pas de légalité à ces frappes, même si la France partage l'objectif de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous considérons avec constance, depuis le début, que c'est par la voie diplomatique et technique que cela peut se faire. Et je le dis parce que j'entends beaucoup de commentateurs qui, au fond, vous renvoient à une forme d'inefficacité quand vous défendez la voie diplomatique sur ces sujets.
Mais quand on a de la constance, on peut prétendre avoir de l'efficacité. Nous avons participé aux négociations en 2015 du traité dit JCPOA. La France, d'ailleurs, a contribué à le renforcer avec des mécanismes dont on parle beaucoup, qui sont encore sur la table, comme celui du snapback. Les États-Unis ont décidé de sortir du JCPOA 3 ans plus tard. La France l'a regretté. Je me suis d'ailleurs constamment battu pour renégocier ce cadre, l'élargir, organiser des rendez-vous. Mais ce cadre n'étant plus respecté, nous avons pu moins bien suivre le programme nucléaire iranien. Et nous continuons de penser que c'est par, en effet, la négociation, le réengagement que nous pouvons l'obtenir. Votre deuxième question, c'était le changement de régime. Je suis constant et je l'ai toujours dit, et donc je continuerai de le dire, je crois à la souveraineté des peuples et à l'intégrité territoriale. J'y crois en Ukraine, et d'ailleurs je constate que nous y croyons tous, puisque nous le défendons. Donc ça vaut partout dans le monde. Il n'y a pas de double standard. Et les Européens, parce qu'ils défendent un universalisme du droit international, parce que c'est justement ce qui est au cœur de nos principes et de notre engagement, le défendent partout. Et donc je ne pense pas qu'on puisse se substituer à un peuple pour changer ses dirigeants. Et quand je regarde l'histoire contemporaine récente, je pense qu'à chaque fois qu'on a fait ce choix, quelle que soit la légitimité de l'approche initiale, et il pouvait y en avoir parfois, on a commis une erreur pour ne pas dire une faute. Et on n'a jamais conduit à plus de stabilisation. J'ai eu tous les dirigeants de la région hier, je n'en ai pas entendu un rassuré par ce qui était en train de se passer. Et donc je pense que si changement de régime il doit y avoir en Iran, il doit être le fruit du peuple iranien lui-même. Pas de bombe. The next question comes from Johan Fallnes, TV2. And I remind you, it's only one question for each outlet. Be French, Johan, ask two. Maybe three. Mr. President, welcome to Oslo and my hometown. We would like to ask you about the possibility of a widening of the conflict. Do you see any scenario where France can be pulled into this conflict, either if it's through NATO solidarity or outside of NATO? And the same question goes for you, Mr. Støre. Do you see any possibility that Norway can be pulled into this conflict? And also, it would be nice if you could clarify your position on international law and the breach of international law. Thank you. Well, I think the French president gave an answer which I could follow. I think international law has some clear principles on the use of force. It can be granted by the Security Council, or it can be in pure self-defense. So I think that speaks that this is in itself outside the realm of international law. At the same time, Iran has a nuclear program that creates great concern. I can appreciate that. But on that specific question, I think this is my answer. This is not NATO territory. This is not NATO responsibility. We meet tomorrow in the Euro-Atlantic area to discuss the outlook and scenario and ambition for Euro-Atlantic collective security. So this is what that is all about. That being said, I think we all have a responsibility to do what we can to mitigate and help solve these issues of the Middle East diplomatically, which has been Norway's ambition for many, many decades. And we maintain that. And I've had the opportunity to exchange with the President today different diplomatic initiatives. That's where we have to put our effort. This is not a conflict that can be solved militarily. Neither can Gaza. And that's why we have to engage politically. And I'd like to salute France for the conference it has called on Palestine and, moving ahead in a diplomatic channel, which will take place later this year. And Norway will do everything we can to support that work. 3 remarks. The first, we have several risks of escalation and uncontrolled escalation regarding nuclear proliferation to the possibility to have other countries in the region to be targeted by some strikes or retaliations.
I don't want to here establish a sort of different scenario or speculate, but the risk of escalation is clearly obvious. Second, the situation in Iran should not clearly reduce our attention and our commitment to Gaza. And the situation is absolutely not yet fixed, and the humanitarian situation is unbearable. And this is why, for us, one of the top priorities on the short run is to get the ceasefire, to resume humanitarian actions, and to start a political process again. And my third remark about NATO is as well that we have to remain focused on what puts NATO security at stake, which is the aggression war of Russia in Ukraine. And it is absolutely essential to remain committed and focused, to help the Ukrainians to resist, to step up our sanctions in order to bring Russia back at the table to negotiate a solid and robust peace. Here are my three remarks. The next question comes from Pierre-Henri Désé from AFP. Merci. Pierre Désé de l'AFP. Je vais tenter une question à tiroir. Israël a procédé ce matin à une frappe sur la prison d'Evin à Téhéran. Quel jugement portez-vous, Monsieur le Président, sur cette frappe et que pouvez-vous dire du sort des 2 Français qui y sont détenus? Et très rapidement, le Parlement iranien s'est aussi prononcé pour le blocage du détroit d'Ormuz. Quelle serait la réaction de la France si ça devenait le cas? Est-ce qu'on pourrait envisager une réaction militaire de la part de Paris? Merci. Sur la frappe, en effet, ce matin, je pense qu'elle n'a rien à voir avec les objectifs officiellement affichés. Elle ne réduit en rien le programme nucléaire iranien. Et elle a mis en danger la vie de civils iraniens et étrangers. Le ministre des Affaires étrangères iranien a pu échanger avec notre ministre des Affaires étrangères et il a assuré que nos 2 otages n'avaient pas été touchés. Pour ce qui est des risques, en effet, d'escalade et la fermeture du détroit, peut en faire partie. C'est un comité du Parlement hier qui a à un moment émis une option comme celle-ci. Donc je ne pense pas que, en tout cas, ce n'est pas une décision formelle. Donc je me garderai bien aujourd'hui d'élaborer sur des scénarios. La conséquence, de toute façon, pour l'économie mondiale, la Chine au premier chef et beaucoup d'autres, serait massif et je pense ferait réagir beaucoup de monde. Et la pression sur l'Iran serait alors importante. Mais je pense qu'aujourd'hui, la bonne méthode n'est pas de spéculer sur des scénarios possibles. Et je le redis, nous avons la conviction très profonde et nous gardons la disponibilité pour qu'une voie diplomatique et technique soit réouverte. The next question comes from Tove Gravdal, Morgenbladet. Monsieur le Président, bienvenue en Norvège. I will pose my question in English. You are here to probably promote the French frigates for the Norwegian Navy. What arguments have you presented to the Prime Minister, or will you present to the Prime Minister if you haven't talked about it yet, in order to convince him to choose French for the Norwegian Navy? And for the Prime Minister, is the French frigates your preference? Can I start by saying this? Don't misunderstand me. I wish to see more French frigates sailing in our waters. And today I have been able to take stock with the President that we see more interest and attention by the French naval forces in the north. That is appreciated. They sail alongside our ships. They train with our ships. They train in integrated exercises. It's another sign of allied solidarity. It's a sign of professionalism. I attended the ocean conference the President hosted in Brest a couple of years ago, and I visited French ships there, and I saw how they knew more of our waters than I actually had expected. That is great. When it comes to procurement, I will say the same thing as I've said everywhere. We will buy the best boat at the best price from the best partner. And we will do that in a transparent way, and we are still in the period of considering 4 good candidates. This is an open and very organized process, and I don't want to put your Prime Minister at risk. But as I am a seller, I can advocate a little bit more, so I will do it. First, to say that for us, this discussion about the frigates is not just a commercial one, but it is a strategic one.
And it's part, according to me, to the deepening of the relation and this comprehensive strategic partnership we just signed, covering all the potential topics. And because the strong conviction we have is that our security is at stake here in this region as well. And when you look at oil and gas, cables, and the liberty of sovereignty in the broad region, clearly, it's not just about your country, it's about the whole continent. And this is why we want to act and behave according to this approach and work more and more with your country and your government. As for our frigate by themselves, I would say, first, this is the best product. Why? Because we do produce it and we do use it. And if you compare with all the others, they are lagging behind in all the programs they have, and they are working hard, but they have a lot of delays. We deliver on time, very reliable frigates, and we use them. And we delivered a lot of them to a lot of clients, always in time. Second, they are available this year. Makes sense. Third, they have the best air defense system. And all in all, the capacity to have a full-fledged defense offer is much more covered by this frigate than any other in this world. And my last point is in terms of human resources, they are much more frugal, if I would say, meaning adapted, and they use something like around 50 people less than the other ones, being comparable. Makes sense as well. He's a good seller. Yeah. So I try to do my best, but as you see, I have a series of objective criteria where I think our offer could make sense. Well, and we are ready to deliver, and very excited and committed, as you can see. Will Norway benefit politically as well? Look, it's definitely, it's what I presented in my introduction. First, because thanks to this discussion and thanks to the broader context, I think we entered into a comprehensive strategic approach and the sort of intimacy we, as your Prime Minister fairly said at the beginning, which is unique in recent times. And I think this is a chance. So this is why this is not just a commercial prospect, but this is clearly a strategic one, and it will benefit much largely to the country. Yeah. And on that note, we need to wrap up. My point, if I have to be more explicit on this issue, Naval Group and others build as well industrial partnerships with Norwegian groups in order to create industrial upside, which are clear economic and industrial upside for your country. And on that note, we must wrap up this press conference. So the two agreements are available on our website, regjeringen.no or government.no. So thank you all for coming. Au revoir et bonsoir. Merci beaucoup.